Bonjour. Donc nous recevons aujourd'hui David Le Breton dans la poursuite des conférences sur l'apparence. David Le Breton est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Il a été membre de l'Institut universitaire de France et c'est quelqu'un qui s'est intéressé de très près à l'objet qui va être développé ce soir et qui s'intitule « Corps percé, corps tatoué ». Il a écrit plusieurs livres sur cet objet, entre autres « Signes d'identité, tatouage, piercing et autres marques corporelles », publié chez Métayer en 2002, et également « La peau et la trace sur les blessures de soie », publié à nouveau chez Métayer en 2003. Alors, c'est très difficile de présenter David Le Breton, non pas parce que ce qu'il a fait est compliqué, mais parce que ce qu'il a fait est extraordinairement débordant, effervescent, multiple. Il y a près de 100 notices dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, ici même. Donc je ne peux pas évoquer les 100 notices, mais en revanche, je trouve que ce qu'il a constitué, c'est aujourd'hui véritablement une œuvre. C'est vraiment un ensemble. Et c'est un ensemble extrêmement important dont je vais essayer de tracer les points, à mes yeux, les plus marquants. Je crois qu'on pourrait regrouper l'ensemble de ces travaux autour de 4 grandes orientations, 4 grands thèmes. Le premier, c'est ce que j'appelle des ouvrages qui théorisent un vaste champ, un ensemble, si vous voulez, qui prennent un point de vue de surplomb sur des objets qui sont susceptibles d'être regroupés, mais qui sont aussi susceptibles d'être séparés. Alors, dans ces ouvrages qui théorisent un champ, on a bien sûr le premier, qui s'appelle « Corps et société, essai de sociologie et d'anthropologie du corps », qui a été publié aux librairies des Méridiens en 1985. Et puis, très vite, ensuite, un livre qui reprend, mais en l'élargissant, le premier, « Anthropologie du corps et modernité », publié aux Presses universitaires de France. C'est un livre fondamental, puisqu'il en est aujourd'hui tout simplement à la 7e édition. Autre livre fondamental qui regroupe un ensemble d'objets, Sociologie du corps, paru également au PUF en 92 et qui en est aujourd'hui à sa 9e édition. Je trouve dans le même type de perspective englobante, si vous voulez, le livre qui s'intitule L'interactionnisme symbolique, qui est publié au PUF en 2004, de même, bien entendu, les entretiens qui regroupent l'ensemble des préoccupations de David Le Breton, Déclinaison du corps, publié chez Théraèdre en 2010. Et je pense aussi que l'on peut regrouper sur ce type de problématique le travail que tu as fait sur Duvigneau, qui s'intitule Le théâtre du monde. Lecture de Jean Duvigneau, publié aux Universités de Laval en 2004, livre suffisamment important aux yeux de Duvigneau pour que celui-ci en ait fait la postface. Alors, une fois qu'on a dit, qu'on a évoqué, je ne vais pas être trop long, je ne vais pas prendre la place qui est la sienne, bien entendu, mais une fois qu'on a évoqué ces livres qui surplombent en quelque sorte des objets extrêmement variés, je pense qu'il y a une deuxième catégorie d'ouvrages qui, cette fois, entre dans le détail des objets évoqués plus globalement dans les livres précédents. Et ces détails sont extraordinairement nombreux. Ce sont en particulier des ouvrages qui circonscrivent ce que j'appellerais l'objet corps. Il y a chez David Le Breton une vision anthropologique qui prend les grandes entrées dans la question corps de façon séparée et de façon extraordinairement minutieuse. Alors je vais les citer rapidement. Des visages, essai d'anthropologie, publié chez Métayer en 92, La chair à vif, un livre qui m'avait beaucoup intéressé quand je travaillais sur les questions de santé, Usages médicaux et mondains, du corps humain, publié chez Métayer en 93, Anthropologie de la douleur en 97, L'adieu au corps en 99, Anthropologie du sensoriel, les sens dans tous les sens, ouvrage que David a dirigé en 98, Éloge de la marche en 2000, Marcher, Éloge des chemins de la lenteur. C'est-à-dire des livres sont repris, développés, approfondis sur des textes qui ont suivi. En 2012 chez Métayer, mots MOTS et mots MAUX du ventre, troubles fonctionnels, digestifs, etc., publié chez Métayer en 2001, L'adolescence à risque, corps à corps avec le monde, chez Autrement en 2002, Signes d'identité, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'objet de la préoccupation centrale d'aujourd'hui, Tatouage, piercing et autres marques corporelles chez Métayer en 2002, La peau et la trace, je l'ai cité, La saveur du monde, une anthropologie des sens, vous voyez, il y a le sensible, le visage, la douleur, etc. Anthropologie des sens, publié chez Métayer en 2006, Expérience de la douleur, entre destruction et renaissance chez Métayer en 2010, Éclat de voix, enfin, chez Métayer également en 2011. Et puis, je ne peux pas manquer de citer ce que je considère des livres comme étant orientés plus particulièrement sur des comportements
des attitudes, si vous voulez. C'est pas seulement cette fois la question du corps et les objets corps, mais c'est plutôt les façons d'exister, les façons d'être et de se comporter. Et donc dans ce cadre-là, troisième catégorie d'ouvrage, si vous voulez, je trouve qu'il y a la sociologie du risque, qui est publiée au PUF en 95, Passion du risque chez Métayer en 96, Le silence en 97, Du silence, Passions ordinaires, Anthropologie des émotions en 98 chez Armand Collin, En souffrance, Adolescence et entrée dans la vie. L'adolescence est une grande préoccupation des objets traités par David Le Breton. Dictionnaire de l'adolescence de la jeunesse dirigé par lui-même au PUF en 2010. Une brève histoire de l'adolescence en 2013. Rite de virilité à l'adolescence publié à Bruxelles en 2015, Disparaître de soi, le dernier livre que j'ai lu avec passion, Une tentation contemporaine, Métayer 2015. Et puis enfin, dernière catégorie, avant de lui laisser la parole, il y a ce que j'appellerais des récits. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille à la fois sur l'entrée d'objets extrêmement variés, mais qui en même temps se donne le champ au fond, d'offrir libre cours à sa propre imagination. Et vous avez, quatrième point, des récits et des romans. Par exemple, La danse amazonienne, qui est un de ses premiers livres chez Syros en 82, Mort sur la route, qui est un récit chez Métayer en 2007, ou Un lendemain pas comme les autres, chez Belin en 2008. Alors, je suis désolé, j'étais un peu long, mais je pense que c'était utile de citer l'ensemble des ouvrages que David a écrits pour montrer à quel point son ambition est à la fois très précise et très concise sur l'objet travaillé aujourd'hui, mais en même temps est aussi très vaste et très ouverte sur ce type d'objet. Je lui laisse la parole, je lui redis le plaisir que nous avons de le recevoir. Merci Georges, c'est un immense honneur que tu me présentes sous cette forme. Je suis aussi très ému de voir combien j'ai écrit et un peu inquiet aussi de voir comment le temps est passé si vite aussi. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être venus m'écouter ce soir. Je vous donne le plan en quelque sorte de mon propos. Je vais d'abord évoquer rapidement une sorte d'anthropologie de la peau. Enfin, je vais vous donner en tous les cas les grands axes. Ce sera d'ailleurs le moment sans doute où j'aurai un œil sur mon texte en reprenant un certain nombre de phrases plus ou moins écrites. Et puis ensuite, j'évoquerai la question des parures corporelles à travers les sociétés humaines, ce à quoi elles renvoient de manière très rapide. Et puis je dirai quelques mots autour du tatouage dans nos sociétés contemporaines, mais je ne m'arrêterai pas au tatouage parce que je pense que ce n'est pas un sujet majeur, si vous voulez, mon sentiment. C'est un objet qui est devenu tendance aujourd'hui. Je m'attarderai davantage sur les scarifications qui me paraissent le contrepoint de cet engouement pour le tatouage, sauf que le tatouage, c'est évidemment l'engouement pour le look, pour l'image, la mise en scène de soi, mais parallèlement, au moment où le tatouage prenait son essor au niveau de la planète entière, on a vu apparaître aussi au niveau de la planète tout entière les scarifications, c'est-à-dire des millions d'adolescentes et d'adolescents mal dans leur peau et qui attaquaient leur peau dans une sorte de rejet justement des apparences, dans une volonté de se reconstruire, de se dépouiller d'une peau, une peau qui leur colle à la peau d'une identité absolument intolérable. C'est cette espèce de parcours que je vous propose de faire. Je vais essayer de parler jusque vers 7h30 par là pour qu'on ait un peu un temps d'échange. Voilà. Je vais commencer, si vous voulez, par donc rappeler les grandes données d'une sorte d'anthropologie de la peau. Alors, bien entendu, je vous rappelle que la condition humaine est une condition corporelle. Nous sommes notre corps, nous ne sommes pas autre chose que notre corps, que nous soyons jeunes, âgés, handicapés, malades ou en pleine forme. Nous sommes notre corps et notre corps, évidemment, la qualité de notre corps nous oriente d'une certaine manière vers le monde, mais en tous les cas, nous n'échappons jamais à notre corps, même dans les fantasmes transhumanistes qui ont cours aujourd'hui. Et de notre corps, seul se voit la peau. La peau, notamment sous les auspices du visage et des mains, dans nos sociétés occidentales, éventuellement des jambes, notamment pendant l'été avec les jupes, les shorts, les robes, etc. Alors qu'il y a un certain nombre d'autres sociétés humaines où, par exemple, le visage des femmes est masqué et même les mains des femmes sont masquées, ce qui en principe n'est pas du tout le cas des hommes. Et puis, vous le savez, il y a d'autres sociétés humaines où les hommes et les femmes vont pratiquement nus ou en tous les cas vivent des rapports à la pudeur qui n'ont aucun rapport avec les nôtres.
Donc la peau est une sorte d'enclos de notre identité. Elle est le lieu du corps qui se donne à voir et à lire à l'appréciation des autres et à soi-même. C'est donc par notre corps et donc par notre peau que nous sommes reconnus, que nous sommes nommés, que nous sommes jugés également, que nous sommes identifiés à une condition sociale, à une couleur, à un sexe, à un âge, à une qualité de séduction, etc., etc. La peau est aussi une enveloppe narcissique, évidemment. Donc là, c'est l'immense travail de Didier Anzieux, notamment le moi peau, qui n'est pas vraiment mon objet ce soir, mais en tous les cas, je vous le rappelle au passage. Et la peau donc dessine les limites de soi. Dans nombre de langues européennes, d'ailleurs, la peau est une métonymie de la présence au monde. En français, par exemple, on dit « j'ai quelqu'un dans la peau, j'ai sauvé ma peau, je suis bien dans ma peau, etc. etc. » Vous voyez, au lieu de parler de la personne, on parle de la peau qui vient métonymiser le rapport au monde de la personne. On veut faire peau neuve, etc. Vous voyez, quand on dit « je veux changer ma vie », on dit « je veux faire peau neuve, je veux changer de peau, etc., etc. » Donc voilà, la peau parle pour l'individu de manière générale dans nos sociétés. Et la peau est le lieu de l'ouverture ou de la fermeture avec le monde et les autres. Elle est une frontière entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'autre et soi. Elle fixe une limite mouvante de la relation de l'individu au monde. On pourrait reprendre la métaphore de Georges Simmel de la porte, où Simmel définit le lien social comme une porte que l'on ouvre et que l'on ferme. On pourrait dire également que notre peau est un lieu d'ouverture ou de fermeture, donc une porte. On se barricade derrière soi, par exemple dans un puritanisme terrible où on est dans le refus absolu de l'autre et du corps de l'autre, et on ne veut absolument pas se donner physiquement à l'autre, mais on peut être aussi dans l'ouverture au monde, hein, dans des formes de sensibilité, de sensorialité, de sensualité, etc. Vous voyez donc comment la peau est bien une sorte d'analyseur de la relation de l'individu avec le monde. Donc la peau comme fermeture, comme ouverture, comme porte, comme surface d'inscription du sens également, et c'est là où sur le plan anthropologique c'est passionnant d'interroger la peau parce qu'elle est finalement l'organe du contact dans tous les sens du terme, c'est-à-dire je touche cette table, donc là je suis dans la tactilité, hein, c'est le sens, c'est le toucher, mais en même temps on parlera d'un bon contact, on dira nous avons un bon contact ensemble, nous échangeons, voilà. Il y a dans la plupart des langues indo-européennes donc un lien extrêmement étroit entre le vocabulaire de la qualité de contact avec le monde en tant qu'individu hein, que nous avons avec le monde et le vocabulaire tactile et cutané. C'est presque toujours un vocabulaire tactile et cutané, donc qui nous dit si on est bien dans notre peau ou si on est mal dans sa peau. Vous voyez, ça commence déjà quasiment au plus élémentaire. Mais il y a des tonnes de mots, des tonnes de métaphores qui renvoient à ce vocabulaire. Dans mon livre, c'était La saveur du monde, une anthropologie des sens. J'avais repéré une page ou deux comme ça de métaphores qui renvoyaient donc à un vocabulaire cutané pour dire si on est bien ou si on n'est pas bien avec les autres. Par exemple, quand on dit c'est quelqu'un qui me porte sur les nerfs, c'est quelqu'un qui m'agace, hein, la notion d'agacement, c'est quelqu'un qui me hérisse le poil, on dira c'est une peau de vache, c'est quelqu'un qui est un dur à cuire, c'est un écorché vif quand on parle par exemple des ados. Faut le prendre avec des pincettes. Enfin, on pourrait comme ça passer un quart d'heure à énumérer ou faire une petite sorte d'exercice pour que nous nous remémorions toutes les métaphores tactiles ou cutanées, donc qui disent la qualité de la relation que nous avons avec le monde. Donc celui qui est mal, je me resitue dans mon texte. J'ai un petit peu improvisé. Un autre point d'ailleurs intéressant à noter au passage sur le fait que c'est bien la peau qui nous dit si on est bien ou mal dans le monde, c'est que la dermatologie par exemple voit beaucoup de maladies de peau comme des maladies du contact.
comme des maladies du contact. C'est pour ça que très souvent des nourrissons ou des personnes très âgées ont des problèmes de peau. Ce sont des manières d'appeler en quelque sorte la relation, d'appeler le contact. Didier Anzieux, qui a consacré quelques articles à ça, notamment par rapport à l'autostimulation des nourrissons atteints d'eczéma, de prurite ou d'autres. Donc il voyait des formes ambivalentes d'autostimulation là où les enfants n'étaient pas caressés, cajolés, aimés, etc. Un peu comme si l'enfant donc compensait de manière ambivalente ces manques, mais on retrouvera des choses assez proches chez un certain nombre de personnes âgées. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que si les guérisseurs enfin, quand ils existaient encore dans nos campagnes, il n'y a pas encore bien longtemps, si les guérisseurs avaient un pouvoir d'action absolument fabuleux sur les zonas, par exemple, c'est aussi parce que ça renvoyait à une qualité d'écoute, une qualité de relation qui faisait qu'il suffisait qu'ils fassent un signe de croix sur l'eczéma, sur le zona pour qu'il disparaisse, là où la médecine est dans une impuissance absolument radicale à les traiter, précisément parce qu'elle prend les gens à distance, avec des pincettes, etc., et n'entre pas dans des problématiques affectives alors que les maladies de peau, comme je vous le disais, en disent souvent très très long sur les difficultés qu'on a parfois à nouer des contacts avec les autres. Voilà, donc on pourrait dire que le rapport au monde de tout individu est aussi une question de peau et de solidité ou non de la fonction contenante. La fonction contenante, c'est le countening de Bion, c'est le sens des limites, savoir ce qu'on peut attendre des autres, ce que les autres peuvent attendre de nous, c'est être bien dans sa vie, être comme un poisson dans l'eau, d'une certaine manière. Quand on est en porte-à-faux avec le monde, justement, c'est que la fonction contenante, elle a du mal, elle a des trous, elle a des échappées, et on est un peu paumé là-dedans. Donc, être mal dans sa peau, je filme toujours la métaphore cutanée, être mal dans sa peau implique parfois la nécessité de la remanier pour être mieux dans son existence. Et toute intervention sur le corps, et particulièrement sur la peau, traduit le souci de modifier son existence. On change son corps pour changer sa vie, pour trouver un angle plus propice de son rapport au monde. Sur sa chair, on inscrit une vision du monde, une métaphore visuelle cette fois, mais parce qu'on est dans une société qui privilégie évidemment la vue. Donc sur sa peau, on inscrit une vision du monde, une image de soi, une identité affichée, ou parfois même une identité réprouvée, puisque vous avez remarqué, je pense, qu'on rencontre assez souvent des personnes tatouées de manière extrêmement agressive, ou qui portent des vêtements ou des coiffures, ou qui ont des attitudes extrêmement agressives. Déjà, même en marchant dans la rue, on se dit, oh là là, celui-là, on n'a pas intérêt à trop l'approcher. Donc on connaît un certain nombre de tatouages qui en effet visent à faire le vide d'une certaine manière autour d'eux, une sorte de message agressif lancé à l'encontre du monde. Ça, c'est une rançon de l'individualisation de nos sociétés, mais une immense majorité de nos contemporains veulent plutôt esthétiser leur corps, d'autres veulent se montrer leur désaccord dans tous les sens du terme. Donc sur sa peau, on inscrit une vision du monde, une identité affichée ou bien une identité réprouvée, mais revendiquée en revanche. Dans le monde de l'image, dans le monde du look, dans le monde du logo, dans le monde du spectacle, de la surface, un monde de la tyrannie de l'apparence, souvent, toute marque visible sur le corps devient un signe d'identité. Toute marque visible sur le corps devient un signe d'identité, et la peau s'érige alors en instance de fabrication du sentiment de soi. L'individu essaie de se mettre hors de lui-même, donc sur la surface de sa peau, à la destination des autres, enfin pour dire aux autres ce qu'il est à l'intérieur. La peau, donc, se mue très souvent en une sorte de langage direct. Je dis par ma peau, par mon apparence, l'homme ou la femme, ou à la limite le transgenre, que je souhaite être. J'ai oublié d'ailleurs au passage un petit truc dans mes notes. J'ai oublié de dire combien la peau aussi résonnait affectivement de notre relation avec les autres, puisque vous savez bien que dans un certain nombre de situations, par exemple, on peut rougir, on peut pâlir, on peut avoir des sensations de froid ou de chaud, des tremblements. Enfin, il y a tout un tas, vous voyez comment le corps, vraiment, la peau traduit de façon à fleur de peau vraiment un certain nombre d'émotions qui nous prennent en traître en quelque sorte, mais qui en disent long sur nos sentiments. Voilà.
Donc je poursuis encore un petit peu là, une approche un petit peu plus théorique. Donc au niveau particulièrement de l'adolescence, on peut dire que le corps est le lieu de l'autre le plus proche. Hein, le lieu de l'autre le plus proche, parce que l'adolescent est confronté à un corps qui change. Il est en train d'entrer dans un corps d'homme, dans un corps de femme. Il n'en maîtrise encore pas toutes les données. Donc à la fois son corps, il est différent de lui. Il vit son corps sous une forme d'altérité. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est son corps. Il n'est pas autre chose que son corps. C'est pour ça que je dis que le corps est l'autre le plus proche. Et donc à travers toutes ces manières de mettre en scène son apparence, de mettre en scène son look, à travers le goût du tatouage, du piercing, du maquillage, de la coiffure, etc., des habits, des marques commerciales également, eh bien nos adolescents ou nos jeunes adultes vont en quelque sorte apprivoiser un corps qui, dans un premier temps, leur échappe. Ils vont essayer de se l'approprier. Hein, c'est un mot typique des jeunes générations, un mot évidemment très étrange, parce qu'on peut se dire que comment peut-on s'approprier un corps alors qu'on est déjà son corps? Bon, mais c'est une manière, en tous les cas, pour eux, de prendre cher, en quelque sorte, dans leur existence. Et dans les enquêtes que j'avais menées à Strasbourg sur le tatouage et autres, c'était un mot qui revenait régulièrement. Hein. Grâce à mon tatouage, je me suis réapproprié mon corps. Il faut se demander qui donc leur avait fauché leur corps pour qu'ils en soient rendus là. Mais c'était leur manière symbolique de se dire, voilà, je suis désormais un homme, un jeune homme, une jeune femme qui va voler de ses propres ailes. J'ai coupé court avec l'héritage de mes parents, je me suis mis au monde moi-même à travers cette démarche. Et on peut dire que... Alors donc le corps est vraiment un champ de bataille au moment de l'adolescence, hein, c'est un champ de bataille de l'identité pour essayer de nouer une relation propice, heureuse avec le monde, avec les autres. Et pour ma part, je distingue deux grandes orientations dans le rapport à la peau au moment de l'adolescence. On retrouve un peu ça chez les personnes plus âgées, mais enfin ça flambe en quelque sorte à l'adolescence. C'est d'un côté la signature, c'est-à-dire le tatouage comme une manière de signer son corps, une manière de dire aux parents « mon corps m'appartient » et donc je signe mon corps, comme les artistes de la Renaissance commençaient à signer fin du Moyen-Âge, commençaient à signer leurs œuvres, eh bien je signe mon corps pour dire à mes parents et pour dire au monde entier mon corps est à moi, mon corps m'appartient, etc. Mais de l'autre côté, vous avez la bifure, vous avez cette volonté de rayer un corps, de le déchirer, de l'effacer, parce que c'est un corps qui enferme, c'est un corps prison, c'est un corps fardeau, et on trouve là énormément d'adolescentes ou d'adolescents qui ont été victimes notamment d'abus sexuels, d'inceste, ou que les parents n'ont jamais aimé, donc ils n'ont jamais investi leur corps comme étant digne de valeur, digne d'intérêt, donc ils se sentent empêtrés dans un corps qu'ils méprisent. Ils sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, tout va mal, et ils voudraient, et pour eux, une forme symbolique finalement d'échapper à ce destin, c'est d'essayer symboliquement, en tous les cas, d'ouvrir la peau, de l'arracher un peu comme s'ils étaient des écorchés. Voilà donc les deux grandes orientations. Avant de dire deux mots sur le tatouage, je vous rappelle donc que les parures corporelles sont aussi anciennes que l'humanité, évidemment. D'ailleurs, les momies les plus anciennes, je crois qu'on a découvert, portaient des tatouages. Bon, la préhistoire n'est pas du tout mon domaine, je ne vais pas du tout vous en parler, mais en tous les cas, la quasi-totalité des sociétés traditionnelles qui ont été étudiées par des ethnologues ou dont les historiens nous ont parlé ou qui existent encore aujourd'hui sont des sociétés, en effet, où le corps est décoré de manière durable ou de manière provisoire sous d'innombrables formes. Alors je vous rappelle, comment on peut modifier entre guillemets le corps. Et ce qu'on va rencontrer de manière différente, évidemment, d'une société humaine à une autre. On peut ajouter au corps, on ajoute quelque chose au corps, donc c'est par exemple le tatouage, c'est le maquillage, ce sont les bijoux ou les piercings, ce sont les implants sous-cutanés qu'on rencontre dans beaucoup de sociétés humaines, les scarifications également à travers les cicatrices, hein, le bourrelet des cicatrices quand on travaille aussi les scarifications pour que ça donne du relief sur la chair. C'est aussi le laquage des dents, où ce sont les incrustations dentaires. Peut-être que j'en oublie, mais là on est en tous les cas dans des formes d'ajout
au corps. Mais on peut aussi soustraire au corps. Là, on est dans la circoncision, dans l'excision, dans l'infibulation, dans l'épilation, dans les différentes formes de mutilation. Mutilation rituelle, perforation, par exemple perforation des oreilles ou autre, arrachage ou limage de dents également. Mais on peut également, c'est la troisième voie, on peut façonner des parties du corps. On peut par exemple façonner le cou, c'est le cou des femmes dites girafes. En Indonésie, si ma mémoire est bonne, on peut allonger les oreilles dans des formes de stretching, mais qu'on rencontre aussi dans des populations amérindiennes. On peut élargir les lèvres, ce sont les coquillages, ces lèvres, ces palais qui sont dans les lèvres, notamment de certaines populations amazoniennes. On peut aussi modifier, façonner le pied, c'est le pied des Chinoises qui a une valeur érotique dans la tradition chinoise, et on peut aussi modeler le crâne des enfants, et d'ailleurs Françoise Lux, autrefois, qui faisait une très belle ethnologie du corps, avait pointé ça dans les traditions populaires de la vieille France, si vous voulez, donc des manières de masser le crâne du bébé pour essayer de l'allonger un petit peu. Donc vous voyez, on enlève au corps, ou on ajoute au corps, ou bien on façonne. Vous retrouvez ça dans toutes les sociétés humaines, sous des formes évidemment qui seront différentes, et puis donc ça peut être durable ou ça peut être provisoire, mais on rencontre ça absolument partout. Alors quelles sont les significations de ces parures? Jamais il ne faut voir l'univocité d'une signification, pas plus hier qu'aujourd'hui. Le tatouage de quelqu'un renvoie... tatouage de n'importe qui d'entre vous dans la salle, ça renvoie à des dizaines de significations qui sont enchevêtrées. Donc quand on dit il s'est tatoué pour telle ou telle raison, c'est incroyablement réducteur. Et quand on interroge les personnes sur leur tatouage, elles peuvent en parler des fois pendant des heures, tellement il y a de significations qui se mêlent, et pas seulement pour leur tatouage, mais dans le choix du tatoueur, dans le lieu du corps, les couleurs utilisées, le dessin, etc. etc. Bon, donc ça vaut aussi pour les sociétés traditionnelles, sous des formes peut-être moins nettes que dans nos sociétés, parce que les sociétés traditionnelles sont plutôt des sociétés communautaires, des sociétés du nous-autres. Donc très souvent, les différentes formes de décoration corporelle, les parures sont assez univoques pour tous les garçons, toutes les filles. Une dimension souvent très genrée, là par contre, avec des différences. Mais après, c'est quand même assez rare qu'il y ait des différences de tatouage, par exemple, parce que ça ne se fait pas d'une certaine manière. Il n'y a pas d'individu, donc il n'y a pas besoin de marquer son originalité. On appartient à la communauté. On est un homme ou une femme de la communauté. Pour qu'apparaisse vraiment une volonté de distinction, il faut qu'il existe une amorce d'individualisation, que l'individualisme commence à faire son apparition dans ces sociétés. Alors je vous dis très rapidement quelles sont les significations qu'on rencontre pour les parures corporelles dans les différentes sociétés humaines. Ce sont les mêmes qu'on va retrouver chez nous. Donc par exemple la recherche de la beauté, évidemment, c'est l'affiliation à un groupe, l'affiliation au Dieu également, l'affiliation à un clan. Donc là on est dans des signes d'identité dans une dimension plutôt communautaire. C'est le passage à l'âge d'homme ou à l'âge de femme, donc ce sont les marquages corporels au moment des rites de passage, des rites d'initiation par exemple. Ce sont aussi, donc, dans la dimension très genrée, il y a les marques de fécondité qui décorent très souvent le corps des femmes, c'est-à-dire qu'elles aient énormément d'enfants, etc. Alors que du côté des hommes, on va plutôt valoriser la bravoure, le courage, etc. Il y a aussi la dimension de protection. D'ailleurs, il existe beaucoup de tatouages thérapeutiques ou de scarification thérapeutique. Donc ce sont des signes de protection, de propitiation, des manières de se mettre sous la protection des dieux, mais également des manières de repousser un certain nombre de maladies ou de repousser le mauvais sort, etc. Des signes de deuil également, des stigmates, bon ça on rencontre aussi ça partout, stigmatiser une population, stigmatiser quelqu'un, c'est la flétrissure de nos sociétés anciennes, ou au Japon par exemple, mais là c'est le stigmate, c'est une manière de retrancher de la condition humaine, retrancher du groupe des hommes ou des femmes qui ont commis des choses infamantes aux yeux du collectif.
Les parures corporelles ont également très souvent une valeur érotique. C'est banal aujourd'hui dans le tatouage, ce sont des zones érogènes déjà pour les personnes qui sont tatouées, mais aussi pour leurs partenaires. Ce sont des lieux énormément caressés. Pareil pour les piercings, évidemment, sont des lieux caressés, sucés, etc. Bon, ça renvoie à l'érotisme du couple ou l'érotisme des hommes ou des femmes qui vont chercher des partenaires, qui vont être intrigués ou émerveillés par leur forme de tatouage. Il y a la dimension festive aussi des parures, hein, parce que c'est la fête en ce moment, c'est le carnaval, enfin c'est bientôt le carnaval à Rio, donc vous voyez comment les hommes ou les femmes sont incroyablement décorés avec des parures là qui vont disparaître après le carnaval. Mais on retrouve ça dans toutes les sociétés, populations amérindiennes ou autres, quand on veut fêter une chasse propice ou autre chose. Voilà, on se décore avec souvent des pigments naturels hein, qui vont disparaître dans les jours qui suivent, ou alors des fois c'est aussi plus durable. On rencontre ça dans toutes les sociétés. Voilà. Et vous voyez, on retrouve ça absolument chez nous de la même façon aujourd'hui, sauf que chez nous c'est complètement individualisé. Hein, c'est quelqu'un qui vous dit mon tatouage, moi je l'ai fait pour qu'il me protège, parce que j'ai l'impression qu'avec le dragon que j'ai sur moi, ou là pour prendre un exemple peut-être un peu trop fort, mais ça peut être un signe quelconque, grâce à mon signe je sens que je suis protégé, que c'est comme un bouclier, etc. Mais en même temps je trouve que mon signe il est beau, il est bien dessiné, regarde comme il donne bien sur ma poitrine ou sur mon bras ou autre. Ça peut être un signe de deuil, hein, le même tatouage. Je me suis tatoué parce que j'ai perdu mon père, je l'aimais énormément. Mon père était un grand voyageur, je sais qu'il est allé un jour en Nouvelle-Zélande, alors je me suis dit je vais me faire un tatouage maori, comme ça je penserai à mon père quand je verrai mon tatouage. Ou c'est des ados qui vont se tatouer le tatouage d'un de leurs copains qui est décédé dans un accident de voiture, ou le logo du groupe de musique préféré de ce copain qui vient de mourir. Donc on retrouvera également cette même commémoration en quelque sorte, le corps qui devient l'archive aussi de la présence. Donc on va se tatouer pour rendre hommage à quelqu'un qu'on aime et qui n'est plus là. La recherche de la beauté, évidemment, dans nos sociétés, elle est partout. Hein. Quand on interroge même les ados, pourquoi ce tatouage ici, pourquoi ce piercing là plutôt qu'ailleurs, ils vous théorisent très très bien qu'ils pensent que le tatouage qu'ils ont à l'arcade, ça leur donne un regard particulier. Ils ont choisi tel ou tel bijou parce que ça leur donne donc un éclat, une originalité, etc. Ils trouvent que c'est beau. Bon, après, il y a les conflits, évidemment, des conflits de goût et de couleur, en quelque sorte. Il y a des gens qui trouvent que certains tatouages ne sont pas beaux, mais généralement, les gens qui se tatouent cherchent plutôt la beauté et trouvent, à leurs yeux, sont des très beaux tatouages, même si parfois leurs parents, par exemple, dans les conflits ados-parents, même si parfois les parents trouvent que c'est vraiment c'est sans intérêt et pas beau du tout, l'ado, lui, trouve que c'est absolument sublime et magnifique. Donc, la recherche de la beauté, on la retrouve partout. La filiation au groupe, hein, vous voyez bien comment le tatouage est devenu une culture de classe d'âge chez les ados, les jeunes adultes, même si ça touche tous les âges. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que les tatouages étaient le monopole dans nos sociétés des jeunes générations. Les tatoueurs disent qu'ils ont des gens vraiment absolument de tous les âges, de toutes les conditions sociales, mais on sait en revanche qu'il y a un engouement vertigineux des jeunes générations autour de ces marques corporelles. Le passage à l'âge d'homme et à l'âge de femme, vous allez le retrouver de manière très individualisée. Quand je menais mon enquête en Alsace, c'était frappant et bouleversant de voir le nombre d'ados qui me disaient pour moi c'est un rite de passage. C'était évidemment une stéréotypie de la notion de rite de passage, qui a une signification extrêmement précise en anthropologie, mais c'était une manière, une vulgate en quelque sorte, c'était pour eux une manière de dire je vais grandir, j'ai rendez-vous dimanche prochain avec mon tatoueur, je vais faire mon rite de passage. Sous-entendu, dimanche prochain, je vais devenir un homme ou je vais devenir une femme, je vais mûrir, je vais grandir, je vais me démarquer symboliquement de mes parents. Donc vous aviez cette dimension aussi de rite de passage, sauf que là, chaque ado le fait tout seul, ou des fois entre copains. Ils vont à 2 ou 3, ils se font aussi le même tatouage pour signer leur amitié.
Et puis en même temps, donc le sentiment ils sont plus des petits gamins désormais. Il faut compter sur eux. L'érotisme, là, ça revenait aussi comme une rengaine. Mes piercings sur les tétons, ça, mon copain, il adore ça, etc., etc. Bon, mais aussi d'autres points qui étaient très émouvants dans mon enquête et qui renvoient d'ailleurs à la raison de mon enquête. Je vais vous en dire 2 mots tout de suite, mais je me rappelle par exemple que beaucoup d'adolescents me disaient ou disaient aux étudiants qui travaillaient avec moi dans le recueil des interviews, avant j'aimais pas du tout mon corps, mais grâce à mon tatouage ou grâce à mon piercing, désormais je trouve que mon corps est chouette. Voilà, vous voyez ces manières donc de réparer en quelque sorte une image du corps un peu dépréciée dans un premier temps de leur vie et qu'ils vont reconquérir de haute main en étant fiers d'eux-mêmes. Je vais vous en donner 2 ou 3 exemples des interviews recueillies. Par exemple, Sylvain, à 19 ans, il dit « Je me trouve bien mieux maintenant et je pense que les autres doivent penser pareil. C'est pas parce que je me trouve plus beau. » Je vous laisse. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Enfin, je ne sais pas, dit-il. C'est une manière que j'ai d'assumer mon corps. Assumer mon corps. Vous voyez donc, il a fallu cette espèce d'effort, cette espèce d'ajout, en quelque sorte, pour que son corps lui devienne propice. Un autre garçon, très, très émouvant, qui disait « Mon tatouage, c'est vraiment très personnel. J'avais honte physiquement de mon corps. Jamais je ne me mettais en t-shirt. J'avais toujours des manches longues, le pantalon jusqu'en bas des jambes, et même sur la plage. Je n'allais jamais à la piscine. J'avais vraiment honte de mon physique. J'avais honte de mon corps. À partir du moment où je me suis tatoué, tous les complexes ont disparu. J'ai osé me montrer. » Et ce garçon, d'ailleurs, est devenu tatoueur, dans une sorte de contre-don, finalement, au fait que le tatouage l'avait remis au monde, l'avait réconcilié avec le monde, réconcilié avec une image du corps négative qu'il avait dans un premier temps. Et des tatouages, des témoignages comme ça, donc j'en ai recueilli énormément. Je vous ai évoqué le franchissement, le fait de mûrir, le sentiment pour l'adolescent de mûrir. Là, c'est là où se jouait finalement le contentieux très fort entre les parents et les enfants. Les enfants les adolescents ou les jeunes adultes, en tous les cas, qui veulent absolument se faire tatouer ou se faire piercer, qui sentent intuitivement un enjeu symbolique majeur, et les parents qui sentent également intuitivement un enjeu symbolique majeur. Donc les crispations, les tensions, les conflits. Je ne veux pas que tu te tatoues. Et je me souviens à cet égard d'une anecdote assez fulgurante que j'avais vécue à la fac avec une de mes collègues qui avait appris que je travaillais sur le sujet et qui était venue me voir indignée en me disant « David, j'ai appris que tu travaillais sur le tatouage, sur le piercing. Imagine que ma fille qui a 16 ans m'a dit « Maman, je veux absolument un piercing. » Alors ma collègue ajoute « Je lui ai dit « Jamais, c'est moi qui t'ai fait, je ne veux pas que tu touches à ton corps. » Vous voyez, de manière très explicite, une manière pour une mère de bouffer le corps de sa fille d'une certaine manière, et la fille qui veut se battre pour essayer de couper le cordon ombilical et voler de ses propres ailes. Là, c'était assez caricatural, mais il y a beaucoup de mères, d'ailleurs, souvent, qui disent à leur fille « tu ne me feras pas ça », comme si c'était la mère qu'on allait tatouer ou qu'on allait piercer. Donc, vous voyez le conflit de génération qui se joue, mais c'est un moment symbolique, en effet, très, très important pour l'adolescent, parce que c'est beaucoup, d'ailleurs, aussi me disaient « c'est la première décision très importante que j'ai prise par moi-même ». Et il a fallu que je me batte contre mes parents parce que mes parents ne voulaient pas. Donc c'est vraiment le sentiment d'avoir grandi, le sentiment d'avoir mûri, le sentiment désormais de s'acheminer vers l'âge d'homme ou vers l'âge de femme. Et alors, donc, une petite parenthèse en passant. Pourquoi j'ai travaillé sur le tatouage dans ma carrière, alors que c'était un sujet qui ne m'intéressait pas vraiment. Et dans les années 90, je me souviens, quelqu'un m'avait dit vous devriez travailler sur le tatouage, pour vous qui travaillez sur le corps, c'est vraiment un très très beau thème. Et j'avais répondu à l'époque, j'ai pas vraiment envie de travailler là-dessus, parce qu'il y aurait une telle documentation, il y a tellement de choses, il y a tellement de
de tatouages différents d'une société à une autre, ça m'étonnerait très fort que j'écrive sur le sujet. Alors qu'est-ce qui m'a amené à écrire là-dessus? Alors on peut dire que dans tous mes livres, il y a des enjeux éthiques qui sont importants, même s'ils ne sont pas toujours mis au premier plan, mais en tous les cas, chaque fois que j'écris, c'est parce que je suis bouleversé par quelque chose et que j'essaie de comprendre et aussi de donner des outils de compréhension, en espérant que le livre aura une résonance sociale. Donc une anecdote à ce moment-là, à cet égard, qui m'a vraiment amené à penser qu'il fallait absolument que j'écrive sur le sujet. D'abord, le fait qu'en travaillant beaucoup sur les conduites à risque de nos jeunes, puisque Georges l'a rappelé tout à l'heure, c'est vraiment l'un de mes grands axes. Je crois que c'est là où je suis le plus engagé, d'ailleurs, humainement, d'une certaine manière, parce qu'il y a une souffrance énorme d'une partie de la jeunesse aujourd'hui dans nos sociétés, et donc d'une jeunesse qui s'autodétruit et qui compose à peu près 15-20% de nos jeunes en France. Ce sont les chiffres de l'INSERM. Donc ça fait à peu près 1 jeune sur 5 qui est en porte-à-faux avec le monde et qui peut mettre sa vie en danger à tout moment. Bon. Et donc, ça fait très longtemps que je travaille sur les conduites à risque. Et en travaillant, en rencontrant régulièrement des jeunes, je m'étais rendu compte que très souvent le tatouage ou le piercing avait une fonction de prévention. C'est-à-dire que des jeunes extrêmement mal dans leur peau, tout d'un coup, trouvaient du sens à leur vie grâce au tatouage, grâce au piercing. Et progressivement, au début des années 2000, je commençais à me dire, il faudrait peut-être que je creuse quand même davantage les significations, les valeurs du tatouage dans nos sociétés, en tous les cas, parce que ça me permettrait de mieux comprendre comment les ados, évidemment, ont des relations ambivalentes avec leur corps, mais aussi comment ils réussissent à se protéger, comment ils arrivent à échapper à leur désarroi, à leur souffrance. Et puis là-dessus, donc j'ai commencé à mener des enquêtes avec les étudiants à la fac, et un jour, j'ai fait venir à la fac un tatoueur très renommé de Strasbourg. Donc je m'étais lié d'amitié avec un certain nombre de tatoueurs, de pierceurs de la région, et puis lui m'avait particulièrement touché. Il s'appelle Crass, pas Crass au sens de la crasse, mais Crass, c'est un groupe de métal britannique qui se battait déjà dans les années 90 contre la vivisection, pour la cause animale, etc. Bon. Et ce gars était aussi un musicien, et c'était un peu son modèle de musique, donc il s'était appelé Crass. Et puis il avait eu un parcours de vie absolument terrifiant. Il avait été foutu de la porte de chez lui par son père à 13-14 ans, et il avait vécu dans les squats un peu partout, et il me disait, j'ai vécu dans la violence, dans l'ultra-violence, j'ai fait de la prison et autres, mais ce qui m'a sauvé, c'est le piercing, le tatouage. J'avais une passion pour les marques corporelles, et j'ai commencé à tatouer, à piercer mes copains dans les squats, et puis bon, il nous disait, grâce à ça, je m'en suis sorti. Et à l'époque, donc, quand on s'est rencontrés, il était le patron d'une boîte. Je crois que une bonne partie de nos étudiants allaient se faire piercer et tatouer chez lui. C'était vraiment une figure charismatique dans la ville à l'époque. Et donc j'invite Crass à parler, pour remercier aussi les étudiants qui avaient travaillé avec moi, j'invite Crass à parler de son métier, des clients qu'il reçoit dans sa boutique, et puis qui nous parle de sa vie, etc. Donc Crass parle pendant 1 heure de manière absolument passionnante de son métier, et il crée un climat de confiance formidable dans l'assistance. Et l'une des étudiantes que j'avais en maîtrise, qui m'avait paru jusqu'alors une étudiante épanouie, d'une très grande séduction, très présente en cours, et la voilà qui lève la main, on la sentait extrêmement émue, au bord des larmes, et elle dit, je voudrais témoigner de mon tatouage. On sentait qu'elle avait de plus en plus de mal à parler, tellement elle était saisie par l'émotion. Et elle nous dit, pendant longtemps, j'ai voulu me faire tatouer, mais je ne trouvais pas le moment favorable pour le faire. Et puis un soir, j'étais dans une fête techno, et puis il y a un type qui proposait de tatouer, et je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Donc là voilà, elle se fait tatouer, donc je reviens dans la salle de cours à la fac, et soudain elle éclate en sanglots devant tout le monde, et vous savez comment on contrôle nos émotions dans nos sociétés, de peur après d'être jugé, etc. Bon bref, en tous les cas là elle éclate en sanglots devant les autres étudiants, tout le monde un peu désarmé devant la situation, et entre deux hoquets, elle nous dit, quand je suis sorti avec mon tatouage, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que mon corps était complet.
vous voyez, c'est très fort comme... donc elle avait comblé quelque part un manque à être, elle avait colmaté une brèche dans son histoire personnelle qui l'avait remis au monde, et c'était pour elle tellement émouvant de se remémorer cet instant-là qu'elle ne pouvait pas en parler sans en pleurer d'émotion, tellement elle était sortie radieuse de ce moment-là. C'est à partir de là que je me suis dit, il faut absolument que je réunisse toutes les données que j'ai sur le sujet, puis que je travaille sur les significations, les valeurs du tatouage dans nos sociétés. Et c'est l'année suivante, parce qu'en même temps, je me suis rendu compte que la prise d'ampleur du tatouage allait de pair avec une prise d'ampleur des scarifications ou des attaques au corps. L'année d'après, j'ai mené aussi une enquête assez serrée sur les scarifications avec une poignée d'étudiantes. Cette fois, j'ai pas eu grand monde quand j'ai proposé aux étudiants de travailler sur ce sujet-là, mais j'ai travaillé avec des filles, avec 5-6 filles, et on a mené ensemble, enfin j'ai construit avec elles un protocole, une grille d'entretien semi-directive, et puis on a mené une vingtaine, une trentaine d'entretiens. Voilà, et puis c'est là où j'ai écrit La peau et la trace, auquel Georges a fait référence tout à l'heure, qui était plutôt une anthropologie des scarifications, une anthropologie des attaques au corps. Et là, je vais vous en dire quelques mots pour qu'on ait... je vais essayer de laisser une demi-heure d'échange, mais je vais vous donner quelques témoignages que nous avons recueillis à l'époque pour montrer comment les scarifications ont du sens, évidemment, qu'elles ne sont absolument pas des pathologies. Je les ai analysées dans La peau et la trace comme des techniques de survie. Mais pour moi, d'ailleurs, toutes les conduites à risque de nos jeunes sont des techniques de survie, des manières de ne pas mourir chez des jeunes qui sont pris dans une souffrance personnelle énorme, dans une détresse. Et donc en jouant, je n'ai pas le temps de développer une anthropologie des conduites à risque, évidemment, ce n'est pas mon sujet ce soir, mais en tous les cas, il y a des anthropologiques extrêmement puissantes dans les conduites à risque qui amènent ces jeunes à tenir le coup finalement à travers la mise en danger de soi, à travers toxicomanie, alcoolisation, vitesse sur les routes, tentative de suicide, troubles alimentaires, enfin tout ce qu'on connaît sous la rubrique, un mot de la santé publique, sous la rubrique conduite à risque. Et donc les scarifications sont l'une de ces conduites à risque, mais en même temps donc une manière de se protéger, une manière de ne pas mourir, une manière de payer le prix. Le sacrifice est l'une des grandes notions anthropologiques des conduites à risque. Sacrifier une part de soi pour ne pas mourir. Et là, les scarifications sont presque emblématiques à cet égard. Je vais vous donner 2-3 citations, et puis après, je poursuivrai un petit peu mon analyse. Voilà Muriel, elle avait 16 ans au moment où elle s'est scarifiée pour la première fois. Je l'ai rencontrée quelques années plus tard, et elle avait arrêté de se scarifier. Dans l'immense majorité des cas, les scarifications ne durent que quelques semaines, quelques mois, très rarement quelques années. C'est vraiment un moment de passage, un moment où le jeune est vraiment mal dans sa peau, toujours la peau, je souligne, et donc ils attaquent leur peau pour essayer de se décharger de toutes ces tensions qui sont en eux. Et donc Muriel, 16 ans à l'époque où elle s'est scarifiée pour la première fois, vient d'apprendre ce jour-là que son copain, et le gars qu'elle aime, est en garde à vue. C'est un garçon toxicomane, dealer, et donc elle vient d'apprendre qu'il est en garde à vue. Alors, c'est toute la question aussi du statut de la souffrance quand on a 16 ans. La souffrance est un abîme. Quand on a 16 ans, on n'a pas suffisamment de recul pour relativiser les événements malheureux qu'on peut vivre. On n'a pas une histoire de vie suffisante pour une mise à distance. Donc elle prend de plein fouet cette nouvelle avec un sentiment de fatalité, comme beaucoup d'adolescents. Le monde s'acharne contre nous, notre amour ne peut pas exister. Pourquoi les gens sont-ils si méchants? On s'en sortira jamais, etc. Donc elle est dans un désespoir sans nom. Elle erre dans les rues de Strasbourg, et elle va s'asseoir sur un banc dans un jardin public, et ses yeux se portent sur des tessons de bouteilles qui sont là. Et elle va prendre, intuitivement, elle prend un tesson un morceau de verre, et elle va inciser sur son avant-bras le prénom de son copain. Et donc je l'interroge après, donc pourquoi, enfin c'était moins comment dire, des questions plus subtiles évidemment, mais voilà en tous les cas ce qu'elle me dit. T'es tellement malheureuse au fond de toi-même,
C'est le chagrin d'amour, tu vois. Tu es tellement malheureuse dans ton cœur, et alors tu te fais mal pour avoir une douleur corporelle plus forte, pour ne plus sentir ta douleur dans le cœur. Tu vois un peu comment c'est. Oui, c'est une phrase absolument sublime. Se faire mal à son corps pour avoir moins mal à son cœur. On pourrait dire, sous une autre forme, jouer la douleur contre la souffrance, la douleur qu'on contrôle, contre la souffrance qui est dans la vie et sur laquelle nous n'avons aucune prise, et donc les scarifications comme une forme d'homéopathie symbolique. Jouer une dose infinitésimale du mal pour essayer de conjurer la souffrance qui était la sienne. Et donc voilà, elle se fait mal à son corps pour ne plus avoir mal à son cœur, parce que à cet âge-là de la vie, évidemment, la souffrance qui est dans la vie est beaucoup plus intolérable que la douleur physique, entre guillemets. Bon, la douleur physique, entre guillemets, quand elle peut effectivement être une tragédie. Bon, c'est le thème d'ailleurs de mon dernier livre sur la douleur chronique. Mais là, par rapport à des ados qui n'ont jamais connu la douleur, vraiment, effectivement, ils peuvent se dire je préfère me faire mal moi-même plutôt que de continuer à avoir à ce point-là mal quand je pense à l'inceste que j'ai vécu, aux abus sexuels que j'ai vécu, ou au fait que mon père est un pourri, un salaud, ou je sais pas quoi. Donc se faire mal pour avoir moins mal, pour le formuler autrement. Je me fais mal, mais c'est pour avoir moins mal. C'est pas du tout pour d'autres raisons. Donc vous voyez comment c'est une technique de survie, comment c'est un remède avec sans doute l'ambivalence du pharmacon, à la fois le remède et le poison. Mais j'ai tendance à penser que c'est beaucoup moins un poison qu'un remède, puisque je pense que ça sauve la vie de millions de nos adolescents à travers le monde, quoi. Ils ont trouvé un cran d'arrêt, dans tous les sens du terme, qui leur évite de la fuite en avant vers le pire, vers le suicide. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit presque explicitement une autre personne qui s'était scarifiée quand elle avait une vingtaine d'années. Elle était étudiante à l'époque. Quand je la rencontre, elle a une quarantaine d'années. Elle a une vie maintenant épanouie. Elle a poursuivi ses études. Elle a mis au monde des enfants. Bon, enfin, donc elle a repris sa vie en main. Mais par contre, quand elle était étudiante, quand elle avait une vingtaine d'années, elle était totalement en porte-à-faux avec le monde, manifestement pour de très bonnes raisons, au regard de ce que je pouvais avoir compris de son père, de l'attitude de son père à son égard, qui semblait assez minable. Donc elle était dans une grande détresse personnelle à l'époque. Elle s'appelle Martine. Et voilà, donc je vous donne d'abord qu'est-ce qui se passait en elle dans cette quête de scarification, et puis après la phrase qu'elle me dit, où elle dit que c'est finalement ça qui l'a sauvée. Voilà, je la cite. « Il y avait en moi une recherche de limites, mais pas seulement à travers le fait de me couper. Je voulais trouver le point où je ne pouvais pas aller plus loin. Ces limites-là, je les ai cherchées dans le risque, dans le danger. Je me suis mise sans cesse dans des situations de déséquilibre. Je cherchais quelque chose qui allait me ramener là où j'étais en sécurité. » Et un peu plus tard, elle me dit « Finalement, les coupures, c'est la seule manière que j'avais de supporter cette souffrance. C'est la seule manière que j'ai trouvée à ce moment-là pour ne pas vouloir mourir. » Et c'est elle qui dit vouloir mourir. Donc elle était dans cette tentation du suicide, et les coupures, comme elle dit, ont été cette manière de couper court, le cran d'arrêt dans tous les sens du terme, pour pouvoir sauver sa vie. Et effectivement, dans les années qui ont suivi, elle a retrouvé son goût de vivre. Voilà. Je vais vous donner encore un autre exemple d'une adolescente incestuée, hein, comme disent souvent les psychanalystes. On peut dire que l'inceste est effectivement un meurtre symbolique de l'enfant. Et Lucie, c'est Lucie qui a été une victime extrêmement douloureuse d'un inceste, et qui donc s'entaille très régulièrement. Et voilà comment elle explique son recours aux entailles. Je la cite. C'est un peu comme si on arrivait nous-mêmes à gérer notre souffrance. Gérer notre souffrance. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va nous faire du mal, comme dans le cas de l'inceste ou de l'abus sexuel. Ce mal, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Donc on a un contrôle sur la souffrance subie. D'autres choses entrent en jeu.
c'est aussi, entre guillemets, c'est elle qui parle, c'est aussi, entre guillemets, un mal pour un bien. C'est laisser sortir une certaine souffrance qui pourrait être dite avec des mots et qui passe là par une maltraitance du corps. Voilà. Vous voyez dans le témoignage de Lucie, vous avez aussi toute cette intelligence de l'acte, en quelque sorte, cette idée de contrôler, de gérer la souffrance, de reprendre le contrôle de quelque chose qui lui a complètement échappé à un moment donné dans sa vie. C'est laisser sortir une certaine souffrance, donc c'est ouvrir le corps, évidemment, et l'ouverture du corps amène au fait que le sang va couler, mais le sang qui coule est aussi un sang qui permet à l'adolescente de matérialiser sa souffrance. Elles vous diront souvent, quand je vois le sang qui coule, c'est un peu comme si ma souffrance s'en allait de moi, je la sens, je la touche. Et autre chose également, là on est vraiment dans l'anthropologie sensible en quelque sorte. Moi je vois dans ces attaques au corps qui sont très importantes chez les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels ou d'inceste, j'y vois un rite intime, un rite personnel de purification. C'est une manière de faire sortir hors de soi la souillure, la pourriture. Ce sont des jeunes qui vous disent que leur corps est pourri, leur corps est dégueulasse, qu'ils se sentent souillés, ils se sentent salis. Et finalement, ces entailles sont une manière de faire régulièrement couler le sang de la souillure, donc de retrouver quelque part une pureté perdue, mais en tous les cas de retrouver son souffle, de retrouver une pureté pour quelques heures ou quelques jours, avant souvent qu'elle ou il ne recommence, en tous les cas pendant un certain temps. Mais donc une forme de rituel de purification qu'il faut aussi comprendre dans ce sens-là, et donc ne pas juger, ne pas stigmatiser, ne pas pathologiser, ne pas médicaliser. D'autres choses également que je vous dis un peu en vrac. Un adolescent qui s'entaille, c'est un adolescent qui vit un moment d'abîme à l'intérieur de lui. Il est dans une espèce de transe, de terreur, de ce que Winnicott appelait un breakdown, un sentiment d'effondrement. Il a donc, par exemple, imaginez une adolescente qui se souvient du viol qu'elle a subi ou de l'inceste. Elle a ça en tête et ça monte en elle. Elle se dit, c'est pas possible, je vais exploser, je vais me liquéfier sur place. Donc l'entaille est une manière de revenir à soi. C'est une sorte de court-circuit de la présence qui fait que l'adolescent se sent à nouveau vivant, se sent à nouveau réel, à nouveau là. C'est une manière de rompre avec cet écoulement de soi, cet écoulement terrifiant de soi dans la souffrance. Donc on peut dire que c'est un rappel d'existence, un rappel de la limite. Vous voyez tout ce que je disais tout à l'heure, la peau comme frontière entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur. Et bien l'entaille permet de rappeler la coupure, pas la coupure mais la limite, pardon. Je suis moi. Et je ne suis pas en train de me déverser avec horreur dans le monde. Je reviens à moi, dans tous les sens du terme. J'ai eu un moment de vertige où je me suis perdu. Je reviens à moi comme après une sorte d'évanouissement. Donc un rappel d'existence, une manière de faire peau neuve aussi, de changer de peau, etc. C'est une peau qui les enferme, je l'ai dit tout à l'heure, dans une identité souillée, ou en tous les cas dans une identité dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Eh bien, ces entailles sont une manière d'essayer de sortir de soi, ou en tous les cas d'enlever cette peau qui les enferme en eux-mêmes. Pour d'autres, parfois, c'est une manière de retourner contre eux-mêmes une violence qu'ils voudraient projeter à l'extérieur. Ça, j'ai vu ça souvent chez les garçons, qui, plutôt par exemple que d'attaquer leur père ou d'attaquer leur beau-père, vont devant les yeux d'ailleurs de leur père ou de leur beau-père ou de leur mère ou autre, ils vont se scarifier ou s'inciser brutalement dans une sorte de démonstration de virilité, de force intérieure, etc., mais aussi une manière de dire à l'autre, tu vois comme je souffre et tu vois comme tu me fais souffrir. Mais je pense qu'il y a une sorte de retournement de la violence que j'ai retrouvé d'ailleurs de manière extrêmement belle dans le très grand film de Sean Penn qui s'appelle The Indian Runner, le coureur indien, qui montre l'affrontement de deux frères, un affrontement extrêmement dur aussi et très très fort pendant tout le film, où l'un des deux frères a choisi la délinquance, la violence, et l'autre frère a choisi d'être shérif et pas shérif, mais de veiller à l'ordre, d'être policier dans le village où ils ont grandi tous les deux, et à
y a un moment terrible vers la fin du film où celui qui est du côté de l'ordre essaie de convaincre son frère de rester, puisque sa compagne attend un enfant, et tout semblait aller très très bien, et apparemment il est repris par le désir de violence, le désir d'aller faire un casse quelque part, et ce type essaie de retenir désespérément son frère, et il n'y arrive pas, et il y a ce moment que je trouve sublime dans le film, où il prend un couteau qui traîne par là, se plante le couteau dans la paume de la main, et il regarde son frère, dans une immense souffrance personnelle, parce que le type s'en va, donc il a perdu son frère, l'enfant qui naît va naître sans père d'une certaine manière, et puis lui en tant que frère il a échoué à retenir son frère, il est dans cette souffrance, et en même temps il a démontré à son frère, il a fait un rite de virilité si vous voulez, il a démontré à son frère que s'il a choisi l'ordre, s'il a choisi la police, ce n'était pas par faiblesse ou parce qu'il manquait de virilité, mais pour d'autres raisons, de fidélité au père, qui était joué d'ailleurs magnifiquement par un Charles Bronson, très vieillissant mais très bouleversant dans son rôle. Voilà. Donc là, vous avez, je pense en même temps qu'il aurait voulu cogner sur son frère parce que c'était pas possible. Et pour nous autres spectateurs aussi, on est très mal à l'aise, quoi. On voudrait vraiment qu'il arrête ce gars. Il n'y arrive pas. Bon, et plutôt que d'aller lui casser la gueule, il se retourne contre lui-même, la violence. Et ça, donc je l'ai retrouvé dans un certain nombre de témoignages de garçons notamment, qui plutôt que de faire mal à quelqu'un d'autre se font mal à eux-mêmes. Bon, il y a aussi le fait de se punir d'être soi. Je me rappelle d'une adolescente qui disait, donc en s'intériant, elle disait, je veux punir ce sale corps qui fait que les autres me regardent toujours comme une fille facile, etc. Et puis bon, je fais moi-même des choses qui me déplaisent. Je veux punir mon corps comme si c'était son propre corps qui l'entraînait dans des situations fâcheuses où elle avait tendance à se mettre. Voilà. Pour terminer peut-être, je vais vous raconter une autre anecdote que m'avait rapportée, qui m'avait beaucoup servi dans la compréhension, dans mon travail sur la douleur, d'ailleurs de manière générale, mais dans ce que j'avais écrit dans La peau et la trace. C'est un ami rhumatologue qui m'avait raconté ça il y a longtemps, mais c'était pas vraiment d'ailleurs une consultation de rhumatologie. Bon, en tous les cas, c'était dans les premiers temps de sa carrière. Il savait que je travaillais sur la douleur, sur les conduites à risque des jeunes. Il m'a dit, David, je vais te raconter un truc que j'ai vécu, qui est vraiment un truc extrêmement fort. Et donc il me raconte qu'un jour il arrive dans sa consultation et il voit un gars qu'il connaissait un peu avant et qui vient le voir, donc, et qui lui dit, voilà, j'ai un problème, j'ai mal à la gorge, je sais pas quoi. Donc le médecin dit, très bien, déshabillez-vous que je vous examine un petit peu. Et puis en enlevant son t-shirt, le gars montre des balafres terribles sur la poitrine. Donc le médecin est sidéré et lui dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Et l'homme lui dit, c'est avec ma femme, elle fait des choses qui me font extrêmement mal. Quand je lui explique combien elle me fait mal, elle se moque de moi. Je n'arrive absolument pas à parler avec elle, et on était encore hier ensemble, et je lui disais, ça me fait mal quand tu fais ça, etc. Et s'est encore moqué de moi, j'en pouvais plus. Ça me faisait tellement mal que j'ai pris un couteau sur la table, j'ai déchiré mes vêtements, je me suis entaillé, et j'ai dit à ma femme, tu vois, ce que je me fais, ce n'est rien par rapport à ce que toi, tu me fais. Vous retrouvez ce que disait Muriel tout à l'heure, se faire mal à son corps pour avoir moins mal à son cœur, mais aussi chez cet homme, qui doit avoir 24-25 ans, une manière aussi de démontrer à son épouse que la souffrance qu'il vit est terrifiante et qu'elle n'arrive absolument pas à le comprendre. Donc en lui en mettant plein la vue d'une certaine manière, il essayait de lui démontrer qu'il fallait qu'elle arrête, ou alors qu'ils se séparent, mais qu'elle arrête le type de comportement qu'elle avait à son égard. Et là aussi, j'ai toujours pensé, dans cet exemple, que sans doute il aurait pu cogner sa femme. On connaît malheureusement dans nos sociétés l'ampleur des violences masculines sur les femmes, les violences conjugales. Là, on avait manifestement affaire à un homme qui aimait sa compagne et qui n'aurait jamais porté la main sur elle. Donc plutôt que de porter la main sur elle, dans cette rage impuissante, il a renversé aussi sur lui-même cette violence qu'il aurait pu mettre en œuvre contre elle.
Donc vous voyez, il y a du sens partout, pour le meilleur, pour le pire, mais le corps est parfois une sorte de régulateur, et la peau en l'occurrence. La peau est une sorte de régulateur de notre relation avec le monde, donc on peut être très bien dans sa peau et vouloir être encore mieux dans sa peau grâce à un tatouage. On peut par contre être vraiment très très mal dans sa peau et avoir le désir de l'arracher symboliquement, de la mutiler symboliquement, mais ce sont à chaque fois, en tous les cas, des manières de rester au monde, de rester à l'intérieur du lien social. Voilà, merci de votre écoute.